Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Tout récemment, la TCBH a atteint 500 abonnés à sa chaîne YouTube. Pour nous, ça représente beaucoup. Et pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le contenu qu'on vous propose, on veut préparer une FAQ, une foire aux questions. Pour ça, on a besoin de vous. Vous voulez savoir comment la TCBH a démarré? Qui y travaille? Avoir des anecdotes croustillantes de notre équipe? Toutes les questions sont bonnes. Envoyez-nous vos questions à faqtcbh@commercialoutlook.com. On espère vous lire en grand nombre. Et ça roule! Salut tout le monde! Bienvenue à vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on va parler de marathon, d'environnement et d'hébergement. Est-ce que j'ai piqué votre curiosité? C'est parti pour vos infos TCBH. Donc, comme je viens de vous le dire, on va parler de marathon, d'environnement et d'hébergement. En ce qui concerne le marathon, eh bien, c'est la 8e édition du demi-marathon du lac Témiscouata. Pour l'environnement, on va parler du Festival des technologies vertes de Montréal, plus précisément la foire Écosphère. Et finalement, pour l'hébergement, on va parler du projet Un toit pour nous de Trajectoire Homme du KRTB. Tout d'abord, je vous présente le reportage que j'ai pu faire avec Benoît Racine, qui est directeur de la course pour la 8e édition du demi-marathon du lac Témiscouata. Il nous explique en quoi concerne la course, mais bien entendu, c'est au profit de la Fondation de la persévérance scolaire du Fleuve et des Lacs. Bonjour tout le monde. À présent, à l'émission, je vais rencontrer Benoît Racine, qui est directeur de la course pour la 8e édition du demi-marathon du lac Témiscouata, pour nous en parler. Bonjour, M. Racine. Bonjour, Marc-André. Ça va bien? Oui, très bien. Donc, aujourd'hui, on s'entretient pour parler de la 8e édition du demi-marathon du lac Témiscouata. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Oui, c'est un bel événement qu'on a là, dans le Témiscouata là, qui est pour au profit de la Fondation de la persévérance scolaire. Donc, on est à la 8e édition. Évidemment, les 2 dernières années, l'événement n'a pas eu lieu. Mais c'est une course, en fait, là, que 4 épreuves, commençant par le demi-marathon. En fait, on triche un peu. C'est pas un demi-marathon pour les puristes là, de 21,1 km, mais bien un 22,2 km. Il faut comprendre que le circuit est sur le petit tennis. Donc, puis le parcours se fait de Cabano à Notre-Dame-du-Lac. Donc, pour se rendre à Notre-Dame-du-Lac, il fallait agrandir un petit peu le parcours. Donc, on a un 22,2 km, on a un 10 km et un 5 km, et il y a le petit 2 km pour la famille et les enfants. Donc, c'est 4 épreuves, c'est toutes des allers-retours. Donc, comme j'ai dit, c'est sur le petit Témis. Donc, on a un parcours vraiment beau aux abords du lac Témiscouata. Donc, on a vraiment un beau parcours. Une petite partie asphaltée, mais pour le reste, pour l'entièreté, on parle plutôt de petites gravelles, donc ça se court bien. Vraiment très agréable comme événement de course.
Vous avez dit déjà en introduction que c'est organisé au profit de la Fondation pour la persévérance scolaire du fleuve et des lacs. Oui. En quoi cet événement-là vient justement soutenir la mission de la Fondation? En fait, on pourrait dire que ça soutient la mission par deux choses. En fait, tu sais, le mot persévérance scolaire, on trouvait à l'époque que ça allait bien avec une course de longue distance. Donc, on invite, en fait, on invite évidemment tous les coureurs réguliers qui font des événements ou non à participer à l'événement. On invite aussi les écoles, donc les élèves, les étudiants, les professeurs à participer à l'événement et les encourager à s'entraîner durant l'année là, pour finir l'année scolaire, parce que l'événement, c'est le 26 juin. Donc, finir l'année scolaire avec la course. Donc, il y a le côté persévérance qu'on trouvait intéressant, mais la Fondation est tout impliquée parce que les revenus, en fait, de la course vont pour la Fondation, là. Mm. Et quels sont les besoins dans la région, justement, pour les élèves, alimentaires, vestimentaires? Oui, ben c'est ça, la fondation, c'est une belle fondation qu'il y a dans la région. Quand on parle de la région, on parle de la fondation pour la persévérance scolaire du fleuve et des lacs. Donc, on parle pour la commission scolaire du fleuve et des lacs. On parle pour les élèves, la famille, des gens du Témiscouata et des Basques. Donc, la fondation, elle, a été créée là, dans le but d'aider les jeunes à persévérer au niveau scolaire. Donc, on parle des fois qu'on peut leur apporter des aides, mettons, pour l'achat de manteaux d'hiver, l'achat de lunettes, des fois des livres, des événements. L'objectif étant de peut-être donner aux jeunes la chance d'avoir les mêmes chances, dans le fond, que d'autres jeunes dont les familles auraient les moyens. Donc, tu sais, il y a des jeunes qui, pour réussir, on leur demande un petit coup de pouce. Donc, la Fondation est là pour ça. Donc, il y a des familles, des fois, qui peuvent faire des demandes à la Fondation. On est là pour recueillir des demandes. Puis parfois, c'est ça, comme je disais, des fois, ça peut être sur des livres, des effets scolaires, des fois, ça peut être des lunettes. C'est toutes des petites choses qui peuvent faire une différence dans le parcours scolaire d'un jeune. La Fondation est là pour ça, pour les aider à ce niveau-là, là. Fait que on est bien content que d'associer la course avec la Fondation. Puis, effectivement, plus qu'on va avoir de monde, plus qu'on va pouvoir avoir des fonds là, pour soutenir la Fondation. Pour en revenir au demi-marathon, Oui, vous l'avez dit, c'est la 8e édition. Ça part d'où l'idée de faire un demi-marathon? oui, ben en fait, c'est une bonne question parce que au départ, cette course-là était intégrée à une activité du Festival des cartons, les cartons folie. Donc, ce festival-là qui était très présent dans le Témiscouata, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, il avait décidé de faire une activité de course à pied. Donc, pendant un an ou deux, même peut-être trois, les cartons folie, c'était eux qui organisaient cet événement-là. Puis parallèlement à ça, la Fondation s'est dit, ah, il me semble que ça serait bien de faire une course pour la persévérance scolaire, tout ça, fait que ça avait en lien avec leur mission. Donc, puis là, les deux organisations se sont parlé, se sont dit, hey, pourquoi on ne travaille pas ensemble pour avoir plus de bénévoles et puis pour pas dédoubler des événements dans une petite région, tout ça. Fait que ces deux organisations-là ont travaillé de pair quelques éditions euh, pour lancer, ben, pour continuer faire, pour créer l'événement. Et puis, bon, malheureusement, les cartons folies existent pas aujourd'hui, mais la Fondation a décidé de continuer avec la même équipe de bénévoles. En fait, c'est les mêmes gens, mais là, c'est chapeauté par la Fondation, donc c'est eux qui organisent l'événement. Et puis, ça reste toujours pour une bonne cause, qui est pour la Fondation de la Persévérance, qui va directement pour les jeunes et la famille. Donc, c'est une belle historique, je trouve, Ben et oui. d'entraide puis de collaboration entre organisations. Hmm. Mm. Vous l'avez dit, les élèves sont invités à participer, les familles aussi. Ouais. Qui est-ce qui peut participer à un demi-marathon? Est-ce qu'il faut être un athlète? Faut-il être assez en forme? Ouais, ben, c'est une bonne question parce qu'il faut faire attention. C'est certain qu'on ne s'inscrit pas à la dernière minute un demi-marathon sans être entraîné. Ceci étant dit, moi, je dis souvent que c'est plus accessible qu'on pense, mais faut quand même le prévoir. Tu sais, quelqu'un quelqu'un qui est en forme
pourrait participer à un demi-marathon, mais ça prend minimalement un entraînement. Il y a plusieurs plans d'entraînement qui existent, là, que ce soit sur Internet ou avec des entraîneurs spécialisés, mais faut suivre un plan. Il y a un minimum à faire pour faire un 22 km. Il y a un club de course dans le Témiscouata, il y en a à Rivière-du-Loup. Ça vaut la peine des fois de faire partie de ces clubs-là pour pouvoir s'entraîner adéquatement, pour pouvoir faire de longues distances, parce que faut respecter le corps humain. Le corps humain, quand il s'entraîne, est capable de grandes choses, capable tout le monde, je pense, qui pourrait faire un demi-marathon, mais ça demande du temps, ça demande une adaptation du corps et un entraînement quand même sérieux. Ceci étant dit, l'événement propose aussi un 5 km, un 10 km, puis un 2 km pour enfants. Le 2 et le 5, quand même assez accessible. Il faut penser aussi que peu importe l'âge, on peut marcher. Donc, ça se marche très bien. Puis même pour un événement du 10, comme le 22, le but, c'est... Il y a quelques-uns qui cherchent à performer, mais le reste, c'est très participatif. On y va à son rythme. On peut marcher sur des longues distances sans problème. Donc, une belle journée, là, rien n'empêche de marcher, courir. Parce que faut être un peu en forme ou du moins savoir entraîner, préparer à l'avance. Mais c'est accessible, c'est quand même accessible, là. J'ai des gens à chaque année qui marchent le 5 km, puis aucun problème. Ils sont les bienvenus à l'événement. OK. Vous dites que c'est entre autres participatif. J'imagine qu'il y a des gens qui y vont aussi pour faire du social un peu, histoire de sortir de ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années. Oui, vraiment. Écoutez, je pense que les événements sont attendus. Les gens ont resté tellement encabanés pendant longtemps que l'aspect social va être intéressant, là. On comprend que la course, on va souvent chercher à être plus en forme, chercher un équilibre physique, mais je pense qu'avec la pandémie, on a compris que l'équilibre mental est important. L'idée de socialiser également. Donc, ça va être un événement qui va être intéressant pour cet aspect-là. Donc, un événement extérieur, un événement dans lequel on va pouvoir socialiser. Les départs là, des 5, 10 puis 22 km se font en même temps. Donc, pour ceux qui ont fait des courses ou ceux qui ne le savent pas, il y a toujours une petite frénésie là, au départ des courses ou même avant. Les gens rencontrent des amis, socialisent, discutent, se réchauffent ensemble. Donc, ça fait quand même une belle énergie. Je trouve tout le temps qu'il y a une belle énergie avant les courses. Évidemment, à la fin aussi, là, les gens sont fiers, ils reçoivent une médaille, ils ont leur chandail, tout ça. Fait que au niveau social, c'est important là, de chercher un bel équilibre. Un événement comme ça, c'est là pour ça. Euh, on rappelle que c'est un événement bénéfice pour la Fondation de la persévérance scolaire du Fleuve et des Lacs. J'imagine que ça varie dépendamment du nombre de kilomètres que les gens font, mais la tarification pour participer à l'événement? Oui, ben, la tarification, on parle d'abord, c'est ça, pour le 22 km, on parle que c'est un 50 le 10 km est à 45, le 5 km est à 25 Ça inclut le chandail et la médaille. Et il y a la course des jeunes qui est les 5 donc qui inclut une médaille à ce moment-là. Ça, c'est les tarifs là, jusqu'au 15 mai. Puis comme dans tout bon événement de course ou autre, il y a des changements de tarifs là, par la suite. Donc, à partir du 16 mai, là, les tarifs varient un petit peu. Puis on peut même s'inscrire sur place, les tarifs sont encore un petit peu plus élevés. Mais on invite les gens à s'inscrire dès le 15 mai, jusqu'au 15 mai pour bénéficier des rabais là, pour la course. OK. Je suis curieux, le travail d'un directeur de course, ça consiste en quoi? C'est quoi vos tâches? Oui, ben en fait, sont très variés. Quand on parle de directeur de course, on parle d'un événement. En événementiel, l'objectif, c'est de coordonner un petit peu tous les aspects, c'est-à-dire on parle de commandite, on parle de logistique du terrain, on parle de la santé-sécurité, donc les premiers soins, on parle des communications, des inscriptions, tu sais, donc, mais je vais vous dire que je suis directeur de course, mais cette année, j'ai une équipe qui est vraiment super parce que je leur ai dit d'emblée que là, j'avais pas énormément de temps à consacrer, mais j'ai vraiment une équipe là, qui s'occupe de tous ces dossiers-là avec moi. Fait que oui, je suis une personne qui a de l'expérience, mais bravo à mon équipe qui est là, là. Ça prend toute une équipe de bénévoles pour, euh, pour organiser un événement comme ça. Ouais.
J'ignore si votre équipe de bénévoles est complète. Si jamais ce n'est pas le cas, les gens qui seraient intéressés à embarquer dans l'équipe, à participer au demi-marathon, mais pas en le courant, en aidant, Ben ouais. s'ils sont intéressés, d'abord, comment est-ce qu'ils vous contactent? Puis aussi, ça consiste en quoi le travail de bénévole? Ouais, ben on pourrait les diviser en deux aspects. Il y a les gens qui pourraient vouloir s'impliquer juste pour la journée même. À ce moment-là, souvent, on recherche des bénévoles qui pourraient donner de l'eau, des bénévoles qui pourraient s'occuper là, de la petite collation, parce qu'on fournit une collation à ceux qui courent après la course. Bon, peut-être aux inscriptions, il y a des petits trucs comme ça, là. Il y a peut-être au montage, démontage. On a tout le temps besoin des gens là, la journée même. Évidemment, s'il y a des gens qui ont des qualités particulières, comme par exemple, qui sont secouristes, qui voudraient faire du bénévolat pour la journée de la course, on est toujours preneur. Fait qu'on on est partant pour ça. Sinon, les autres tâches, des fois, j'ai souvent besoin de responsables là, capables de gérer une équipe complète. Si quelqu'un dit, ah, moi, la santé, sécurité, j'ai fait des événements, j'ai mes cours de premiers soins, je m'y connais. Euh, S'ils veulent s'occuper de ce dossier-là, pas de problème. Même chose pour les commandites, etc. On est capable de. C'est ça, on a besoin de gens aussi là, qui sont capables de prendre des dossiers en charge aussi. Là. Fait que c'est tout ça. Puis tu sais, les gens, puis là, je ne l'ai peut-être pas mentionné encore, mais on a notre site Internet. Les gens pourraient, ceux qui seraient intéressés à devenir bénévoles peuvent aller sur le site Internet du demi-marathon du lac Témiscouata, qui est quand même facile à trouver là, dans le Google. On tape demi-marathon lac Témiscouata, on va le trouver. Tout comme pour s'inscrire, dans le fond, là, on ne l'a pas mentionné, mais pour s'inscrire, ça se fait en ligne. Vous pouvez vous inscrire en ligne en allant sur le site Internet directement là, dès maintenant, sans problème. Vous vous attendez l'organisation à quel taux de participation? Les années passées, c'est combien de personnes participaient? Oui, j'avoue que c'est une bonne question pour cette année parce que, bon, ça fait 2 ans qu'elle n'existe pas. Est-ce que les coureurs ont arrêté de courir? On entend parler qu'il y a des gens qui ont commencé la course. Donc, est-ce que les gens vont être friands d'événements de course à pied? Mais par le passé, là, on était autour de 400 participants qui inclut toutes nos catégories. Donc, bon, on s'est basé sur ce chiffre-là, mais évidemment, on espère toujours plus. Et puis, c'est toujours pour une bonne cause. Fait que si on a plus de participants, mais tant mieux. Fait que, on va faire un petit peu plus de sous et de dons qu'on va pouvoir remettre à la fondation des lignes. Ah ben, je vous souhaite d'en avoir autant que des années passées. Oui, c'est ça. On souhaite qu'il y ait du monde. Là. Des fois, Euh, la température aide parce que des fois, le jour même, il y a des gens qui se désistent, il y a des gens qui se rajoutent parce qu'on prend les inscriptions sur place, mais qui est quand même plus cher. Fait qu'on invite quand même les gens à s'inscrire à l'avance. Euh, mais c'est ça, on souhaite un maximum de participants. On est capable d'en recevoir. euh, Au point de vue de la météo, s'il fait plus ou moins beau, comment est-ce que vous fonctionnez? Ben, en fait, pour un événement de course à pied, ça cause pas trop de problème. Quand on regarde certains événements là, majeurs, là, comme le marathon d'Ottawa, je pense une année, ou même de Montréal, il y a déjà eu des annulations ou des reports de départ dus à cause de chaleur extrême. Dans notre cas, à la période de l'année qui est le 26 juin, c'est rare qu'il y ait des chaleurs extrêmes. Le demi-marathon, c'est pas un marathon non plus, c'est un demi-marathon, donc c'est peut-être un peu moins exigeant. C'est ça. Puis notre parcours, lui, il est le matin, la course est le matin, le parcours est très ombragé. Donc, ça serait très surprenant qu'on annule pour la chaleur. Et puis, il y a pour le froid, ça serait à l'inverse, les gens sont capables de courir l'hiver. Donc, ça m'inquiète pas trop, là. C'est certain que s'il y avait quelque chose de majeur, on pourrait peut-être annuler ou reporter, mais c'est pas un élément qui nous inquiète. Il y a peut-être des grands vents qui pourraient être inquiétants, là, vu qu'on marche d'une piste, on court dans une piste cyclable où il y a des arbres qui pourraient tomber. Il y aurait peut-être cet aspect-là, mais bon, c'est pas pire que d'autres événements de trail qui existent ou de course. Donc, en théorie, c'est quelque chose. Ça nous inquiète pas trop la température. On va être là beau temps, mauvais temps. OK. Ben, j'imagine que vous, comme directeur de la course, vous pourrez sans doute pas le faire la journée même parce que vous avez beaucoup de choses à faire, mais est-ce que vous avez couru le demi-marathon par le passé? Pas mon propre événement, mais j'ai fait des marathons et des demi-marathons. Donc,
Je sais de quoi je parle. Je pense que c'est un bel événement. On était par le passé. Ben, on est, euh, on est sanctionné par la Fédération d'athlétisme niveau argent. Donc, c'est une qualité d'événement qui est très intéressante, qui est au-dessus des normes. Euh, c'est ça. Puis même la Fédération était déjà venue évaluer notre événement, puis elle avait très, très, très bien coté. Elle était très surprise même qu'un petit événement. Parce qu'à 400 participants, même si c'est beaucoup, ça peut être un petit événement si on compare au Marathon de Québec, Montréal, Ottawa. Mais ça reste qu'on on fait bien les choses, on respecte les normes. Fait que, puis moi, pour l'avoir fait, je suis pas gêné d'être directeur de course pour avoir fait d'autres courses. Là. On a un bel événement, surtout un beau décor. Des fois, c'est ça qu'on cherche, là, avoir une ambiance qui est le fun, de chercher des décors qui est intéressant. Puis je pense qu'on est gâté là, dans le Témiscouata avec la piste cyclable. Fait la course soit sur la piste cyclable, je pense que c'est vraiment génial. Un des beaux parcours au Québec, je ne suis pas gêné de le dire. Là. Non, c'est ça, j'allais approuver le lac Témiscouata comme visuel là, pour faire un événement comme celui-là. Je suis certain que les gens vont apprécier. C'est un très beau coin. Oui, oui, oui. Vraiment, là, c'est vraiment intéressant. Puis pour certains, des fois, là, qui courent sur l'asphalte, là, le parcours est pratiquement entièrement sur la petite gravelle. C'est moins dur pour les articulations, je vous le confirme. Donc, plein d'avantages à s'inscrire au demi-marathon du lac Témiscouata. On rappelle la date peut-être pour les gens? Oui, le 26 juin prochain, à Cabano, départ de Cabano, on se dirige vers Notre-Dame. Donc, le 26 juin, les départs sont plutôt à 6h30. La course pour enfants est un petit peu plus tard, là, vers 11h, 11h30. Mais à 8h30, la course débute. Je rappelle aux gens, M. Benoît Racine, vous êtes directeur de la course pour la 8e édition du demi-marathon du lac Témiscouata. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Ça fait plaisir. À présent, on va aller s'entretenir avec Éric Ferland, qui est directeur général et un des membres fondateurs de la foire Écosphère. C'est dans le cadre du Festival des technologies vertes de Montréal qu'on le rencontre parce que la foire Écosphère participe à cet événement. Bonjour tout le monde. Maintenant, à l'émission, on va parler du premier festival des technologies vertes de Montréal qui se tiendront du 22 au 24 avril. Et pour m'en parler, je rencontre Éric Ferland, qui est directeur général et membre fondateur de la foire Écosphère. Bonjour, M. Ferland. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Et vous? Bien oui, merci beaucoup. On s'entretient aujourd'hui pour parler du Festival des technologies vertes de Montréal. Exactement. Pour nos auditeurs, c'est quoi ce festival-là, cette première édition-là? Ben, je vais commencer à faire un petit historique, si tu le permets. En 1999, je me promenais à Barcelone par hasard. J'ai vu des fanions pour une foire de l'environnement. Je suis allé voir ça et j'ai trouvé ça très industriel, des camions de vidange, des éoliennes, mais grandeur très grand, etc. Mais ça m'a très tourné dans la tête pendant une couple d'années. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'en ai parlé à des amis. Et je me suis dit, ce serait le fun de partir quelque chose, mais plus modeste un peu. Et on est allé voir dans le Maine, à Unity, petit village, une foire, un événement justement environnemental qui existait déjà depuis 28 ans. Donc, il y avait 300 exposants, des alimentations bio, il y avait même à ce moment-là, il y avait des tracteurs avec panneaux solaires, etc. Il était vraiment avant-gardiste. Puis j'ai dit, c'est ça qu'on fait. On a commencé à Brome en 2006, notre première édition, donc un petit salon d'environnement. On avait quand même 123 exposants et on touchait à tous les domaines. Donc l'alimentation, les produits de santé, la mode recyclée et la construction écologique aussi, les panneaux solaires, les éoliennes, etc., pour que le commun des mortels puisse diminuer son empreinte écologique tout en s'alimentant bien, en voyant sa santé. Et donc, ça a été une belle réussite tout de suite en partant, même si ça m'a pris 2 ans à partir de la première édition.
Puis, entre-temps, j'ai entendu dire, oups, Montréal en part un, Sherbrooke en part un. Mais finalement, après quelques années, on était les seuls encore à exister. Donc, on était très heureux de cela. Et par la suite, on s'est dit, ben, faut aller à Montréal aussi. Il faut faire quelque chose à Montréal. C'est un gros bassin de population, etc. Donc, Foire Écosphère a continué à Brome pendant quelques années. Puis, on a tenu notre événement 90 ans à Montréal, un peu partout, au Parc Jarry, au Parc Jean-Drapeau. Donc, on se promenait beaucoup d'année en année, dans le Vieux-Port aussi. Et avec la pandémie, il a fallu annuler nos éditions pendant 2 ans de temps. Ça m'a permis de réfléchir beaucoup. Et je me suis dit, ben pourquoi pas changer un peu la formule de Montréal, parce qu'on fait déjà nos salons. Celui de Brome est rendu à Magog. On en fait un à Gatineau aussi. On en fait un à Québec. Donc, changeons la formule un peu pour Montréal. Et je me suis dit, bien, pourquoi pas un festival des technologies vertes? Il y a tellement de choses qui se lancent. Il y a tellement de nouveaux produits, des innovations, justement pour l'environnement. Donc, l'idée m'est venue de partir ça. J'ai appelé mes amis du Salon du véhicule électrique. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement-là. Oui, absolument. Oui, ça attire 25-30 000 visiteurs. Puis, ça tombait bien qu'il allait organiser une édition du 22 au 24 avril au Stade olympique. J'ai dit, toi, reste avec tes voitures et tes bornes de recharge, vélo, et moi, je vais m'occuper des nouvelles technologies. Ils ont bien aimé l'idée, donc vraiment, ça va être une première belle édition, le festival, en même temps que le Salon du véhicule électrique. Puis en même temps, j'ai contacté Pierre Lucier du Jour de la Terre. Je lui ai demandé, écoute, on fait-tu quelque chose pour le Jour de la Terre, vu que ça tombait le 22 avril? Donc, toutes les conférences qui sont sur notre site web vont être diffusées en même temps sur le web et en collaboration avec le Jour de la Terre. Donc, ça va être vraiment un bel événement. C'est assez complet. Et pour les gens, justement, qui habitent loin de Montréal, bien, au moins, vous allez pouvoir assister aux conférences, voir les exposants aussi qui sont là, etc. Donc, vous allez pouvoir vous informer sur l'environnement et les produits de qualité qui s'y retrouvent. Ouais. Mm-hmm. Le contenu de ces conférences-là, puis des personnes qui présentent des kiosques, ça va être accessible sur votre site Internet. À quel endroit est-ce qu'on retrouve ça? Donc, vous tapez foireecosphère.org ou faites juste une recherche Foire de l'environnement. On sort les premiers sur Google, donc c'est très facile à trouver. Et comme je vous dis, on a 5 événements, la foire virtuelle, le Festival des technologies, puis nos 3 autres événements dans les autres villes. Donc, vous allez retrouver la programmation complète pour toutes nos conférences. Et pour vos conférences, justement, à qui est-ce qu'on peut s'attendre? Écoute, on a vraiment des belles personnes. Donc, ça commence le vendredi matin vers les 10 heures. On va avoir Sonia Gagné qui est PDG de Recyc Québec, qui va parler pendant quelques minutes avec quelques ministres qui vont nous confirmer leur présence par la suite. Mais je suis très heureux d'annoncer qu'on va avoir aussi Luc Sirois, qui est le directeur général du Conseil de l'innovation du Québec. Donc, il est un peu le conseiller en chef pour le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Il va donner une belle conférence là-dessus. On est très heureux d'avoir Pierre-Olivier Pinault aussi de l'Université de Montréal qui va parler un peu de l'inaction énergétique au Québec parce qu'on sait le prix de l'électricité est pas très cher au Québec. Donc, il faut peut-être augmenter un petit peu le prix pour permettre aux autres énergies de se développer aussi, comme le solaire, l'éolien, etc. Je sais que pour des gens, le portefeuille est bien important, mais il y a toujours des moyens d'avoir des ristournes aussi à ce niveau-là. Par la suite, on va parler aussi beaucoup d'énergie solaire et résidentielle. Donc, Yves Poisson, Martin Lambert, d'EcoSolaris. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi, qu'est-ce qu'on a un sujet de l'heure par ces temps, c'est l'économie circulaire. Donc, on va avoir des gens de l'ETS et de Recyc Québec qui vont animer un panel sur l'économie circulaire. Puis justement, aussi un peu plus tard en journée, on va avoir quelques architectes, quelques entreprises qui vont parler de leurs produits pour l'enveloppe du bâtiment. Donc, on sait que le gouvernement veut modifier les normes au niveau de l'isolation pour le bâtiment parce qu'on sait qu'un bâtiment mal isolé va créer beaucoup de GES. Donc, on a Soprema qui maintenant reprend les braquettes de styrofoam alimentaire pour en faire des panneaux isolants, qu'est-ce qui est génial. Donc, ça rentre beaucoup dans l'économie circulaire à ce niveau-là, qu'est-ce qui est très intéressant. Puis aussi, on va avoir Tommy Bouillon aussi de Brick Recyc
Eux ont une nouvelle machine qui récupère les briques de l'enveloppe du bâtiment, donc enlève le vieux ciment pour être réutilisé. Et un mur de 1000 pieds carrés va réduire de 350 les émissions, comme 350 voitures de moins au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-là. Au niveau, on parle beaucoup des changements climatiques, là, c'est vraiment le sujet de l'heure. On va avoir Pierre Lucier aussi comme conférencier du Jour de la Terre. On va avoir un panel sur l'hydrogène vert. Je sais que les gens pensent que l'hydrogène, c'est pas très vert encore, mais au Québec, on est chanceux, on a beaucoup d'eau, on a beaucoup d'électricité, donc à ce niveau-là. Puis disons que je suis un peu contre les vaisseaux spatials, les fusées, mais on voyait l'autre fois qu'il y a eu une fusée qui a décollé et qui a créé aucun gaz à effet de serre puisqu'elle fonctionnait à l'hydrogène vert. Donc, c'est vraiment un sujet intéressant à discuter aussi. On va parler beaucoup de changement climatique, on va beaucoup parler de développement durable, bien entendu, de voitures électriques aussi avec Taxelco, c'est les compagnies de taxi qui sont 100% électriques. On va voir aussi la sénatrice Rosa Galvez qui va, comme je disais, qui va parler des changements climatiques avec Philippe Simard, qui est auteur et professeur à l'Université de Sherbrooke. Je vous parlais aussi d'un panel sur la construction avec Solutions ERA, sûrement que vous connaissez, et avec Maryse Leduc, qui est architecte depuis 30 ans, qui construit des maisons écologiques. Et la liste continue. Je pourrais parler de Kim Cornelissen, qui est de la coop carbone, le défi de produire de l'énergie renouvelable de façon durable. Aussi, on a des nouvelles, l'avantage des batteries LFP pour stocker le solaire avec Voltium. Et aussi, on va avoir un avocat, M. Maître David Durand, qui va nous parler comment protéger et exploiter votre technologie verte là, pour ceux qui développent des nouveaux produits. Une programmation quand même assez complète à vous entendre. Disons qu'on touche à tout, ça c'est certain. Là. Mais c'est ça que j'aime de mes événements, c'est on touche à tout. C'est sûr que c'est pas des événements qui vont être très spécifiques pour certaines choses, mais j'aime ça de toucher un peu à tout. Comme ça, les gens vont découvrir des nouveaux intérêts, puis ils vont pouvoir s'informer un peu plus de leur côté aussi, donc ou rencontrer les conférenciers par la suite et s'informer un peu plus. Donc c'est ça le but des événements, c'est d'avoir du plaisir, de découvrir des nouvelles choses, de travailler afin qu'on réduise nos gaz à effet de serre, bien entendu, parce que dans 20-30 ans, nos enfants, nos petits-enfants, je suis pas sûr qu'ils vont avoir une aussi belle planète qu'on a en ce moment. Donc, il faut y voir. Pour en revenir au contenu virtuel, tant pour le salon que le Jour de la Terre, est-ce que c'est en direct, c'est en différé? Comment est-ce que vous procédez? Oui, toutes les conférences sont en direct. Donc, allez voir l'horaire. Et par la suite aussi, on va pouvoir donner un lien pour les avoir. On va vous donner un lien YouTube. Une fois que les conférences vont être transférées sur les dossiers YouTube, vous pourrez retourner sur notre site web pour revoir les conférences. Parfait. Je suis curieux, vous parlez bien entendu là, de l'avenir de l'environnement pour nos enfants, nos petits-enfants. Quelle place a l'environnement dans votre vie à vous? Écoute, moi, ça fait 30 ans que je m'implique. Au niveau de mes événements, ça fait 16 ans, 17 ans qu'on organise des événements. On a retenu environ une trentaine d'éditions jusqu'à maintenant. On a présenté au-dessus de 900 conférences en 16 ans, donc je suis pas mal fier de ça. Moi, j'ai été chef du Parti vert du Québec dans les années 90, au début des années 90. Et aussi, j'ai été conseiller municipal dans le petit village de Fredericksburg, un des plus beaux petits villages du Québec, dont Trois-Pistoles aussi fait partie de je suis sûr, d'un des plus beaux villages du Québec. Donc, je me suis beaucoup impliqué au niveau municipal pour avoir du recyclage, pour voir à la coupe forestière aussi. C'est correct d'en avoir, mais il faut protéger les arbres, etc. Il faut au maximum. Donc, il faut faire attention quand on fait des coupes d'arbres. Donc, je me suis beaucoup impliqué au niveau des différents dossiers sur l'environnement. Étant donné que vous étiez à la tête du Parti vert, depuis toutes ces années, avec le contenu proposé justement là, que vous parlez, est-ce que vous avez vu une certaine évolution, un certain changement positif vers les énergies vertes? Beaucoup, ah oui, écoute, comme je disais, vu que l'électricité au Québec, malheureusement, est
Et heureusement aussi, pour certains, elle n'est pas chère. C'est sûr que c'est plus difficile pour la filière des énergies renouvelables de se développer, mais en ce moment, les prix baissent beaucoup, beaucoup à ce niveau-là, les panneaux solaires, donc ça devient beaucoup plus abordable. Si vous êtes si vous construisez une maison à une certaine distance de la rue, donc des fois, c'est plus avantageux d'installer des panneaux solaires. Puis avec le temps aussi, je suis sûr qu'ils vont développer des nouvelles technologies pour que les prix diminuent. Et là, même comme on le voit aussi pour les batteries des voitures électriques, elles sont de plus en plus performantes, donnent de plus en plus d'autonomie. Donc, une grosse évolution à ce niveau-là. Il y a beaucoup de changements qui se passent. Et il y a beaucoup de compagnies aussi qui se lancent dans l'entreposage d'énergie parce qu'on le sait avec les batteries, l'éolienne, etc., avec les panneaux solaires. Ça prend des façons de conserver l'énergie pour la réutiliser plus tard. On voit aussi au niveau des bornes de recharge aussi qui éventuellement vont être utilisées pendant les périodes de pointe aussi. Ça, c'est super intéressant. Donc, tu recharges ton auto la nuit, mais supposons à 6 heures quand tout le monde fait leur cuisine, leur vaisselle, etc., l'auto va pouvoir redonner dans le système. Donc, vous pourrez avoir des crédits à ce moment-là, ce qui est très intéressant. Il y a beaucoup d'innovations à ce niveau-là. Puis, je trouve ça génial. Au lieu de construire des nouvelles centrales hydroélectriques, bien, à ce moment-là, c'est une façon d'utiliser l'énergie en l'entreposant dans les voitures et en la redonnant plus tard. Même chose aussi quand on parle beaucoup de l'autonomie des voitures électriques en hiver qui pèsent beaucoup. Mais l'avantage que tu as, c'est que tu peux préchauffer ton auto électriquement le matin avant de partir quand il fait moins 30. À ce moment-là, tu sauves beaucoup d'essence comparativement aux gens qui laissent leur moteur rouler pendant 10 minutes de temps, qui est une grosse source de pollution et un gros manque d'efficacité énergétique. Donc, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de belles technologies qui se développent à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment excitant de voir tout ce qui se passe. Et c'est sans parler, bien entendu, des études sur les écoquartiers. Ça se fait de plus en plus. C'est un avantage là, qui est en train de se créer à ce niveau-là. Effectivement, oui. Monsieur Éric Ferland, je le rappelle aux auditeurs, vous êtes directeur général et membre fondateur de Foire Écosphère. Merci beaucoup. C'était très intéressant de vous entendre. Ben merci. Merci pour le temps. Merci pour la belle occasion. C'est vraiment apprécié. Puis venez nous voir. Soit ceux que les gens proches de Montréal, venez nous voir. Sinon, bien, venez voir les conférences en diffusé ou en live sur notre site web. Merci. Merci à vous. Bonne journée. On est rendu à la moitié de notre émission. On va prendre une pause publicitaire et au retour, on va aller rejoindre Un toit pour nous de Trajectoire Homme du KRTB. Tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions. Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives. On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi. Tout récemment, la TCBH a atteint 500 abonnés à sa chaîne YouTube. Pour nous, ça représente beaucoup. Et pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le contenu qu'on vous propose, on veut préparer une FAQ, une foire aux questions. Pour ça, on a besoin de vous. Vous voulez savoir comment la TCBH a démarré? Qui y travaille? Avoir des anecdotes croustillantes de notre équipe? Toutes les questions sont bonnes. Envoyez-nous vos questions à faqtcbh@commercialoutlook.com. On espère vous lire en grand nombre. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis les mots « santé mentale ». Des fois, on a le réflexe d'entendre santé mentale puis de penser tout de suite à problème ou à maladie. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle de santé mentale par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui va pas bien, justement. Mais on parle pas assez de la bonne santé mentale.
La bonne santé mentale, ça passe par notre réseau social, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent autour de nous. Ça passe par notre capacité d'adaptation aussi aux nouvelles situations qu'on rencontre, notre gestion du stress, notre gestion émotionnelle aussi. Donc, en bref, c'est de trouver un équilibre entre les divers aspects de notre vie. On peut se demander qu'est-ce qui va bien chez les humains? C'est quoi les belles choses qui ont ressorti de cette année-là qu'on a vécue ensemble? C'est quoi qui vous fait du bien quand vous avez un moment où est-ce que votre santé mentale est fragilisée? Maintenant, à l'émission, on va aller rencontrer Hélène Lévesque, qui est chargée de projet pour Un toit pour nous à Trajectoire Homme du KRTB. Elle va nous expliquer en quoi consiste le projet Un toit pour nous. Bonjour tout le monde. À présent à l'émission, je rencontre Hélène Lévesque, qui est chargée de projet pour Un toit pour nous chez Trajectoire Homme du KRTB. Bonjour Madame Lévesque. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Super. Donc, on parle d'un projet qui s'intitule Un toit pour nous. Pouvez-vous m'en parler un peu? C'est quoi Un toit pour nous? Un toit pour nous, en fait, si on recule un petit peu dans le temps, ça fait à peu près une douzaine d'années que l'équipe de Trajectoire Homme du KRTB reçoivent des hommes, des pères avec enfants, et ces gens-là ont besoin d'hébergement. C'est des situations vraiment particulières, se retrouvent dans leur voiture, donc avec leur bagage, ça faut où aller, des gens qui arrivent d'une autre région, qui connaissent pas personne et tout ça. Donc, à force d'avoir mijoté ce projet-là, est venu Un toit pour nous, qui est en fait un hébergement, une maison d'hébergement, si on peut l'appeler comme ça, pour les hommes et les pères avec enfants du KRTB, parce que Trajectoire Homme couvre 4 MRC. Un toit pour nous va être situé au 148 rue Fraser à Rivière-du-Loup, donc aura pignon sur rue à Rivière-du-Loup, du fait que la MRC de Rivière-du-Loup est la plus centrale, si on veut, des 4 MRC. C'est sûr que ça aurait été intéressant d'avoir des hébergements un peu partout sur le territoire dans le KRTB, mais pour l'instant, c'est un gros projet. Donc, ça va vraiment être démarré à partir de Rivière-du-Loup. Les appartements, ce sont 5 appartements. Au lieu d'être comme les maisons d'hygiène qui existent actuellement au Québec, il y en a quand même plusieurs, une vingtaine qui existent actuellement au Québec. Pour les hommes, ce sont davantage des maisons avec des chambres et des aires communes. Ce que l'équipe de Trajectoire Homme, et suite à des études aussi et des questionnements auprès de certains membres qui reçoivent des services, eux autres ont décidé d'aller plus vers des appartements. Donc, c'est 3 studios et 2 3,5. Les 3,5, bien entendu, vont être consacrés ou encore essayer d'être conservés davantage aux pères, mais on s'assure que la façon dont on va y disposer l'ameublement et tout là, vont pouvoir accueillir là, entre 5 et 12 personnes en tout et partout là, dans les 5 logements. Okay. Donc, il va y avoir de la place quand même, même si on dit qu'il y a 5 appartements, il y a vraiment un peu plus de place aussi. Est-ce qu'on parle d'une construction neuve ou on parle d'un bâtiment qui va être réadapté, disons, aux besoins de Trajectoire Homme? Le 148 Fraser, c'est vraiment un bâtiment qui était existant. Ça faisait plusieurs années qu'il n'était pas habité. Trajectoire Homme a procédé à l'achat en septembre dernier. Et donc, se retrouve là actuellement avec un rez-de-chaussée qui va être loué au 6 du Bas-Saint-Laurent, donc avec le projet Air ouverte, où on doit procéder aussi à des rénovations majeures à cet endroit-là. Le premier étage, ça va être les appartements. Et le deuxième étage, ce sont les bureaux maintenant de Trajectoire Homme qui se sont relocalisés pour avoir aussi plus grand parce qu'ils étaient vraiment dans un petit espace qui convenait à l'époque, mais qui maintenant, avec le nombre de dossiers là, qui augmente et les demandes, fallait qu'ils se retrouvent. Donc, c'est intéressant parce que on pourrait dire que ça a une vocation, c'est un bâtiment qui a quand même une vocation communautaire et en même temps santé. Et les hommes vont pouvoir bénéficier du service d'intervention étant au premier étage. Donc, les bureaux de Trajectoire Homme, les intervenants vont être sur place. La construction, en fait, la réfection d'un tel bâtiment, de ce projet-là, j'imagine que c'est parce que ça répond à un ou à des besoins. J'imagine que Trajectoire Homme a pu voir avec le temps que c'était une nécessité, là. Ah oui, c'était une nécessité. D'ailleurs, Un toit pour nous, la maison d'hébergement, là, c'est une première au Bas-Saint-Laurent.
Alors, on est bien content que ce soit l'équipe de Trajectoirum qui initie le service d'hébergement pour les hommes dans le Bas-Saint-Laurent, qui vont couvrir le secteur ouest, qu'on appelle le KRTB. Et c'était une nécessité aussi pour Trajectoirum de se relocaliser dans des bureaux, dans des espaces plus grands pour recevoir la clientèle. Donc, ce bâtiment-là était comme fait pour eux autres. C'était une grosse rénovation. C'est-à-dire là, actuellement, ils sont déménagés, eux autres, au 2e étage depuis janvier. Donc, la rénovation est terminée. Les appartements se terminent début juin de cette année aussi. Donc, ça va très vite, ça va très bien. Et la rénovation du rez-de-chaussée, on attend officiellement la date qui va être convenue. Et l'hébergement devrait démarrer en septembre 2022. OK. On parle d'un projet de combien, disons, pour faire ça? Si on fait un ensemble du 148 Fraser, donc on parle de 1,4 million, incluant le prêt hypothécaire qui était là. Bien entendu, si on avait divisé tous les étages, c'est certain qu'au niveau de l'hébergement, c'est un 400 000 pour toute la mise en place, la création d'appartements, division et compagnie. Okay. Donc, c'est quand même très bien. Et pour en venir à ramasser les sous pour ça, vous parlez d'un prêt, mais il y a aussi une campagne de financement, c'est bien ça? Oui, il y a une campagne majeure de financement actuellement qui est pour 2021-2023. Donc, elle avait débuté en 2019 jusqu'en mars 2020 lorsque notre pandémie est arrivée. Donc, on a dû mettre un stop sur le projet. On a redémarré le projet en septembre 2021. C'est sûr que ça a toujours un petit peu continué, mais sans trop faire de vagues. Mais en 2021, moi, je suis revenue avec l'équipe de Trajectoirum pour repartir le projet officiellement pour la campagne de financement d'1 million. Sur lequel on s'enligne. Je vous dirais que ça va quand même très bien. On a plus de la moitié de ramassés actuellement. On a 600 quelques mille de ramassés actuellement. Donc, on se croise les doigts, on continue. Un de mes objectifs ou une de mes tâches, c'est de ramasser des sous. Okay. Avec l'équipe de Trajectoirum et de travailler fort pour promouvoir le service. Ben, d'abord, bravo. C'est déjà un très bon montant d'amasser. C'est vraiment super pour votre projet. Là. Je pense que c'est nécessaire. Les gens qui veulent encourager Un Toit pour nous peuvent aller donner de quelle manière? Ils peuvent nous appeler directement au 418-605-0878, qui est directement à Trajectoirum. Ils peuvent se déplacer aussi au 148 rue Fraser au 2e étage, aller voir M. Luc Laforêt, qui est directeur général. Ils peuvent m'appeler au 418-860-9825. Donc, je suis chargée de projet, justement, donc on peut aller de l'avant. Ils peuvent aller sur canadon.org et cibler Un Toit pour nous. Aller chercher Trajectoirum comme organisme et cibler Un Toit pour nous. Il y a un petit onglet pour ça. Il y a Simplic aussi qui a été mis en place, SIMPLYK, qui a été mis en place pour permettre justement aux gens d'aller faire des dons. Et bien entendu, notre campagne de financement, nous, on a aussi plein de visibilité. Écoutez, on a vraiment une très belle réponse de la population. C'est vraiment magnifique. Là, les gens donnent. C'est agréable. On a plein de visibilité. On permet aux gens, justement, d'être visibles lorsque ça va être le temps de dire, OK, on a terminé notre campagne et on affiche les gens et on fait la publication des gens qui auront donné. Okay. On a tout le principe aussi des ambassadeurs, ambassadrices. Donc, actuellement, on en cherche 12, on en a 4. Il nous en manque 8. Donc, ça, c'est vraiment 2 000 $ par personne. Il n'y a pas d'engagement de rester sur un comité ou quoi que ce soit. C'est vraiment de se dire, moi, je m'engage pour la cause. Je vais probablement faire de la publicité pour ce projet-là et je donne un 2 000 $. Et voici, je suis ambassadeur, ambassadrice, mais en plus, si on compte sur eux pour aller chercher d'autres partenaires qui pourraient nous donner un coup de main. Au niveau des ambassadeurs, ambassadrices, quelle visibilité Un Toit pour nous leur offre? Actuellement, ce qu'on offre, c'est de leur offrir une vidéo promotionnelle gratuite d'une 15aine de minutes qui nous parle justement de ce qu'ils font comme métier, mais aussi de pourquoi ils s'engagent à Un Toit pour nous. On leur offre aussi publicité médiatique. Ils vont être aussi sur un tableau ambassadeur-ambassadrice
le temps va être venu là, de poser les affiches actuellement. Ils vont être dans le document historique. Il y a une panoplie quand même de visibilité. On a aussi Desjardins, les caisses de Rivière-du-Loup, qui, eux autres, est devenu notre partenaire majeur. Donc, ont accepté de nous donner le 125 000 répartis sur 5 ans. Donc, eux autres, c'est vraiment le partenaire, donc avec leur logo, qui va apparaître là, dans différentes publicités aussi. Et même l'édifice, on a fait de voir comment on va arranger le tout pour que ce soit possible. Pour les gens qui veulent faire des dons, est-ce qu'il y a des reçus d'impôts? Comment ça fonctionne? Effectivement, nous, on est un organisme sans but lucratif, donc enregistré au niveau des organismes de bienfaisance. Donc, oui, il est possible d'avoir un reçu pour fin d'impôt. Les gens peuvent faire des dons aussi en nature, je veux dire, dans le sens où il y a des entreprises actuellement qui nous arrivent et disent, écoute, ben oui, moi, je vais faire ton ménage, mettons, au 10e étage quand ça a été fait, ben je vais couper la facture en deux, je te le donne une partie en temps et l'autre partie. Fait que nous, à ce moment-là, on donne un reçu pour fin d'impôt sur la juste valeur marchande de ce que la personne nous a donné. D'autres, ça peut être du matériel. Là, les appartements vont être construits. Moi, je fais beaucoup de démarches actuellement pour aller chercher des sous pour meubler ces appartements-là parce qu'il faut que ça soit quand même solide. Pour pas avoir à racheter du stock à chaque fois. Mais bref, je pense que c'est facile d'avoir un reçu pour fin d'impôt aussi, là, Okay. En argent ou en don. OK. Je suis curieux, vous parlez que une de vos tâches comme chargé de projet, c'est d'amasser des sous pour ce projet-là. Pouvez-vous nous parler de l'ensemble de vos tâches comme chargé de projet? Je suis curieux. L'ensemble de mes tâches, c'est assez large. Finalement, je suis pas à temps plein. Je suis là à 21 heures semaine, mais c'est sûr que ça dépasse toujours le 21 heures semaine, bien entendu. Je fais beaucoup de recherches en ce qui concerne les demandes de financement, de monter un document de présentation que j'ai fait dans le début pour permettre justement quelque chose de très court. Donc, il y a beaucoup d'écriture, beaucoup comme ce document-là, le plan de visibilité, travailler aussi en étroite collaboration avec le président d'honneur qui est Stéphane Duclos, qui a accepté de se joindre à nous. Avant ça, on avait David Falardeau et Alexandre Villeneuve-Simard qui étaient avec nous, qui ont dû quitter. Puis Stéphane Duclos a pris la relève dans la présidence d'honneur. Donc, c'est tout le côté médiatique aussi, les communications. Les articles, les communiqués à écrire, à envoyer dans les journaux. Donc, il y a tout ce volet-là qui est très présent et toute la sensibilisation pour la population, faire des téléphones. Il y en a beaucoup à faire. S'occuper du chantier de temps en temps quand M. Laforêt n'est pas là ou encore que là, on a à se parler de comment on regarde avec l'entrepreneur qui est Sylvie Catrice, Construction Béton 4 saisons, là, qui est avec nous depuis le début dans ce projet-là. Puis merci, parce qu'ils sont très patients, les gars, très, très patients. Donc, c'est beaucoup de faire des liens aussi avec ces gens-là, de voir est-ce que le plan d'architecte correspond aux besoins qu'on a. Est-ce que, donc, il y a des visions sur ce qui se passe au niveau chantier, au niveau de la construction, mais aussi de faire les liens avec la direction, avec M. Laforêt, l'équipe, de maintenir l'équipe, le conseil d'administration. J'ai à gérer aussi un comité de suivi de projet depuis le début. Donc, eux autres, je les rencontre toutes les 2 semaines, on donne l'information, je vais chercher leurs idées. Ce qui est bien intéressant par ce comité-là, c'est toute l'expertise qu'on va chercher par les gens qui sont assis là. L'expertise professionnelle, leurs idées, leurs compétences, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est une belle qualité de gens qu'on a autour de la table. On fait ça par Zoom encore, là, mais mais c'est ça, fait qu'il y a beaucoup c'est vraiment large comme puis éventuellement, il va y avoir la campagne là, de finalité là, qui va être faite pour l'inauguration, affichage, etc. OK. Ça vous tient occupé? Mais j'aime ça parce que ça bouge tout le temps. Et si on a un non sur un côté, je vais sur l'autre bord, puis je me dis, on va avoir un oui à quelque part. J'imagine que c'est pas évident comme travail ce que vous faites.
Non, mais en même temps, je me dis, comme je vous disais tantôt, vraiment, on a une belle réception des gens du milieu, du KRTB. Puis je comprends que des gens, des fois, disent, oui, mais la maison n'est pas sur notre terrain, la maison n'est pas... Mais je dis, comme je leur dis, oui, mais on dessert quand même la clientèle sur votre territoire. Je comprends très bien ce que les gens mentionnent, mais on parle de 46 à Rivière-du-Loup, de 23 au Kamouraska, de 28 au Kamouraska, 23 au Témiscouata et 3 dans les Basques. On a quand même une clientèle d'hommes et de pères qu'on dessert dans chaque milieu. Et comme je le disais dans le début, je pense que peut-être qu'éventuellement, il va y avoir, s'il n'y a plus assez de place à Rivière-du-Loup, mais peut-être qu'on offrira des points de service d'hébergement dans les zones immersives. C'est pas fermé, l'île n'est pas fermée du tout. Pour la clientèle éventuelle de ce projet-là, justement, est-ce qu'il y a des barèmes qui ont été établis sur, disons, la durée de l'hébergement de ces personnes-là? Comment est-ce que le projet fonctionne à ce niveau-là? À ce niveau-là, on parle des hommes ou des pères qui ont 18 ans et plus, des gens qui sont en mesure de prendre soin d'eux dans un minimum, si on veut, en ce sens où toute la personne est capable de s'entretenir au niveau de son hygiène, prendre ses médications s'il y a lieu, ou des choses comme ça. On parle aussi des hébergements. On parle de 1 à 3 mois. C'est court, on le sait, c'est très court. Par contre, il y a une ouverture à ce que ça soit beaucoup plus long. C'est selon le besoin de la personne. Mais comme un des critères aussi, c'est que la personne doit accepter d'avoir un suivi avec un intervenant ou une intervenante de Trajectoire Homme. Donc, avoir un objectif de séjour, il y a un début, il y a une fin. La personne ne vient pas seulement s'installer là pour dire « Ah, mon Dieu, j'ai un appartement pour moi. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment, on évalue la situation de la personne. Il ne faut pas que la personne soit en consommation non plus. Donc, on évalue vraiment quand l'homme demande de l'aide. On évalue la situation, on vérifie. Est-ce que oui, correspond aux critères? Sinon, on fonctionne beaucoup avec des références dans d'autres organismes aussi. Donc, ça ne soit pas juste chez nous. Il faut que la personne vive vraiment une situation qui fragilise sa vie actuellement. OK. Est-ce qu'il y a des frais pour les personnes qui sont hébergées là? Des frais peut-être réduits ou aucun frais? Oui, ça va être réduit. C'est sûr qu'il y a des frais. C'est pas gratuit. C'est soit un pourcentage selon le revenu de la personne. Et là, on est en train d'établir, au départ, là, si on parle de quelques années, on parlait de 250 pour un studio et 325 pour un 3,5. Mais là, avec le contexte dans lequel on est, c'est sûr que là, on va recalculer nos choses, mais c'est pas quelque chose qui va être élevé parce qu'on veut vraiment donner la chance aux hommes et aux pères de se reprendre en main. C'est vraiment ça l'objectif, de se reprendre en main. C'est vraiment une stratégie préventive qui permet de se reprendre en main comme homme, comme père, puis dans différentes sphères de sa vie qui fragilisent. Donc, on veut vraiment donner la chance. Okay. Pour les gens qui seraient intéressés à suivre le chantier, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Vous pouvez aller soit sur Facebook de Trajectoire Homme ou encore le Facebook Un toit pour nous. Et là-dessus, moi, je mets toujours un petit encart. Là, je leur ai suivi le chantier, donc vous pouvez aller là-dessus. On suit le chantier. Des fois, on met des photos aussi des avancées de la construction des appartements. On met de l'information le plus possible. Là, c'est ici, il y a un blitz là, de communiquer à la radio qui se fait. Mais si on veut vraiment suivre le chantier, là, c'est en allant sur les pages Facebook qu'on publie. OK. Pour ceux qui seraient intéressés à aller voir en personne, vous avez donné l'adresse, mais est-ce qu'il y a un point visuel, un commerce quelconque qui est à proximité pour donner une idée aux gens? 48 Fraser, je vous dirais, c'est tout près de la rue Saint-Pierre. Sur Fraser, rue Saint-Pierre, il y a les garages qui sont juste en face, là, Volkswagen. Ces garages-là qui sont quasiment juste en face. Donc, c'est facile de trouver sur une grosse bâtisse brune. En allant justement sur Facebook, vous allez avoir la photo en partant de ce qu'est la bâtisse. Là. C'est vraiment une très grosse bâtisse. Puis, l'enseigne de CB4S en avant. Je ne vais pas vous tromper. Merci. Merci. Je rappelle aux gens, Mme Hélène Lévesque, vous êtes chargée de projet pour Un toit pour nous, de Trajectoire Homme du KRTB. Oui. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'est vraiment intéressant, puis c'était très enjoué. Moi, je pense que j'ai un petit peu d'énergie. Correct, ça. Mais merci à vous de ce temps d'antenne que vous nous permettez d'avoir parce qu'on essaie de sensibiliser aussi de pourquoi. Je dirais peut-être une dernière chose.
Ce que je souhaite, c'est que les gens se disent oui, c'est nécessaire d'avoir une maison d'hébergement pour hommes, il y en a pour femmes. Oui, c'est nécessaire d'en avoir pour hommes. Comme homme, on est aussi humain. Je pense que c'est un être humain qui peut avoir une situation dans sa vie, séparation qui est inattendue, une santé mentale qui est peut-être un peu plus fragile, dépression, perte d'emploi. Il y a plein de situations qui peuvent se passer. La pandémie, ce que ça a amené, parfois, ça va isoler des gens. On déménage dans une région, on ne connaît pas personne, on est comme moi, on est isolé. Donc, moi, je pense que comme personne humaine, un homme a aussi droit d'avoir un service. Et c'est pas juste des hommes violents qui ont droit qui vont être là de toute façon. Je pense que une personne les hommes, ils peuvent avoir des comportements violents. Et ce sont des comportements qui, s'ils les changent, peuvent les changer. Alors, je pense qu'il y a une ouverture pour tout le monde. Merci, Mme Lévesque. Merci beaucoup. C'est maintenant la fin de notre émission. J'espère que vous aurez apprécié le contenu qu'on vous a présenté cette semaine. En ce qui me concerne, j'ai vraiment aimé découvrir ces projets-là. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions de sujets à nous proposer pour des reportages, eh bien rejoignez-nous sur tcbh.tv. Vous pouvez nous écrire et nous suivre sur Facebook, ainsi que sur notre chaîne YouTube, tout à fait gratuitement. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, puis nous on se revoit la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Le thème sur lequel on met de l'emphase depuis 2 ans maintenant avec le Mouvement Santé Mentale Québec, c'est le thème « Ressentir ». Parce que c'est tellement important justement d'écouter notre monde émotionnel, puis aussi de comprendre les messages que nous envoient nos émotions. Parce que si on ne les écoute pas, nos émotions, le message qu'ils veulent nous transmettre, les émotions vont essayer de faire passer leur message autrement, donc par notre corps. Et là, c'est là que vous pouvez vous demander, voyons, comment ça que je suis fatiguée comme ça? Comment ça j'ai des maux de tête ces temps-ci, des maux de ventre, que j'ai des tensions musculaires aussi? Des fois, c'est parce que c'est des situations qui ont été très lourdes émotionnellement, qu'on n'a pas pris le temps de régler et d'aller décortiquer. Et il ne faut pas oublier que les émotions, c'est jamais un signe de faiblesse. Il faut vraiment se rappeler ça. En fait, le fait de comprendre, de vivre nos émotions, c'est là où est-ce qu'elle est toute notre force. Parce que c'est dans le processus de ressentir qu'on va pouvoir, après ça, comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi mes désirs aussi qui sont très importants, c'est quoi mes valeurs aussi qui résonnent en moi, pour après ça pouvoir aller passer à l'action pour que l'émotion crie un peu moins dans notre corps. Tout récemment, la TCBH a atteint 500 abonnés à sa chaîne YouTube. Pour nous, ça représente beaucoup. Et pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le contenu qu'on vous propose, on veut préparer une FAQ, une foire aux questions. Pour ça, on a besoin de vous. Vous voulez savoir comment la TCBH a démarré? Qui y travaille? Avoir des anecdotes croustillantes de notre équipe? Toutes les questions sont bonnes. Envoyez-nous vos questions à faqtcbh@commercialoutlook.com. On espère vous lire en grand nombre. Chez Santé Mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on a différents services. On a un volet promotion-prévention où est-ce qu'on va donner des conférences, des ateliers, des formations sur les thèmes de la santé mentale. On a aussi 2 intervenantes qui s'occupent d'un milieu de vie, donc où est-ce que les gens peuvent venir échanger entre eux. Ces 2 mêmes personnes-là aussi s'occupent du volet croissance et entraide où est-ce qu'on a des groupes de soutien sur différents thèmes comme l'anxiété, la bipolarité par exemple, les personnes qui entendent des voix aussi. Et on a un volet de réinsertion à l'emploi, donc le volet vis-à-vis qui aide les personnes à reprendre le marché de l'emploi avec un cadre qui est sécuritaire et qui permet de développer des habiletés sociales au travail.